Bien le bonjour à tous les champions d'Espagne. Aujourd'hui, c'est l'heure de la FAQ. Vous avez été nombreux à me poser des questions, donc on y va. C'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Le Barça est champion d'Espagne, donc 2 ans après, on en a parlé un petit peu hier dans le débrief, 2 ans après avoir remporté la dernière Liga, on l'a fait. Alors, à nouveau sur le terrain de l'Espagnol de Barcelone, c'est peut-être un heureux hasard. Pas forcément pour eux, mais pour nous, ça fait plaisir aussi d'être champion sur le terrain de l'ennemi, notre cher voisin, quoi. Donc on va commencer avec les questions de Discord. Vous savez, il y en a toujours un petit peu moins, donc je honneur à Discord et puis après on basculera sur Instagram. Donc on commence avec Timo Bug qui dit « Salut Café, salut. Tu changerais la tactique pour la saison prochaine, j'aimerais voir ta perspective là-dessus et PS, super fier de l'équipe cette année, super boulot de ta part également durant l'année au complet. Merci. Merci pour le compliment, c'est sympa. Je sais pas combien de vidéos j'ai sorti tout ça, mais c'est vrai que ce fut une année assez éprouvante. On peut considérer qu'elle est terminée puisqu'on est champion. Bon, il reste 2 matchs un petit peu comme ça, histoire d'eux. J'ai peur que les joueurs soient plus trop dedans aussi. Bon, j'ai peur, on s'en fout un petit peu parce qu'on est champion, mais disons pour la qualité des matchs, on a vu les joueurs fêter, célébrer tout ça, ils ont profité, c'est normal, mais on a vu, j'ai vu Dani Olmo et tout, hein, avec quelques autres joueurs, peut-être Gavi, je sais plus, à vélo, en train de faire du Vélib. Donc bon, en plein milieu de la nuit, donc je sais pas trop dans quel état ils seront dans quelques jours pour jouer le match contre Villarreal. Mais bon, on va célébrer ça, ça va être une fête, je pense. Et déjà aujourd'hui, il y a la parade du bus avec les joueurs, tout le staff, tout ça. Donc ça va être sympa. Normalement, je devrais y assister. Voilà. Faut que j'ai le temps, mais ça commence à 18h, donc normalement ça va, j'ai un petit peu le temps. Concernant la tactique, c'est une très bonne question et peut-être que ce serait le sujet d'une vidéo de beaucoup de minutes. Donc je sais pas si je vais pouvoir être très précis là dans ma réponse, mais en tout cas je vais pas trop rentrer dans les détails. Mais je pense qu'il n'y a pas grand chose à changer. En termes de tactique, je pense qu'il va falloir travailler sur l'aspect défensif, le côté équilibre. En fait, là où il va y avoir un gros travail pour le staff, pour Flick, ça va être là-dedans, dans l'équilibre qu'on peut essayer d'avoir entre la défense et l'attaque sans perdre évidemment ce côté très offensif de l'équipe. Mais dans certains matchs, on a vu que, surtout en fin de saison, où peut-être les joueurs étaient un petit peu plus fatigués, les défauts de l'équipe, on va dire, défensive, enfin sur le côté défensif, les défauts seront un petit peu plus ressortis, mais il va y avoir un travail là-dessus, je pense. Sinon, en termes d'animation, on va voir aussi, peut-être que le mercato va changer certaines choses. Ça dépend qui on signe. Est-ce que les joueurs qu'on signe seront titulaires? Par exemple, je pense à l'attaque. Si on signe un ailier gauche, imaginons, un pur ailier gauche, comme Nico Williams, allez, on va donner un exemple concret. Si on signe Nico Williams et qu'il est titulaire à gauche, et que c'est plus Rafinha, par exemple, c'est pas sûr que Nico Williams joue dans la même zone que Rafinha, et donc peut-être que ça va changer l'animation. Donc on verra ça. Ensuite, il y a Jean-Luc qui dit « Salut Café, merci d'avoir lu et répondu à mon roman la dernière fois, avec plaisir, salut. Cette fois-ci, pas de roman, t'inquiète, j'ai une question et j'aimerais avoir ton point de vue là-dessus. Lamine Yamal est pressenti pour le Ballon d'Or. En tout cas, il est l'un des 2 favoris. Il est aussi pressenti pour être le numéro 10 la saison prochaine, et donc plus important que cette année, peut-être plus libre sur le terrain. Ça, je suis pas sûr. Ne penses-tu pas pour lui qui a 18 ans commencé la saison avec le statut de Ballon d'Or en titre et de tête de gondole principale du club peut être une pression de nature à dénaturer son jeu et la fraîcheur qu'il dégage, sachant que son charme est essentiellement l'insouciance de son football. Ah, c'est pas un roman, mais quand même un petit peu. C'est une bonne question, je pense que oui, je pense qu'il va prendre le numéro 10. Je pense oui, ça va rajouter une petite pression, mais on l'a vu cette saison, on l'a vu aussi pendant l'Euro. Ce gars-là n'a pas forcément de pression, et puis on a l'impression qu'il joue un petit peu avec aussi, qu'il joue un petit peu avec la pression, avec les critiques aussi. Il a été critiqué sur par exemple son short qui était un petit peu baissé, genre je sais plus qui c'est qui avait critiqué ça, c'était Van der Vaart, non, un ancien joueur du Real Madrid, et du coup il a mis en photo, il a mis ça en photo de profil Instagram, il avait mis une photo de lui avec le short baissé. Bref, il aime bien jouer avec ça, tout ça, et je pense qu'il est assez à l'aise avec la pression, les critiques, tout ce qu'il y a autour de lui. Il a été la cible de quelques critiques aussi côté Madrid quand il marquait pas beaucoup. Il y a eu un moment où il a pas marqué beaucoup de buts, hein, quasiment pas de buts même. Il y a eu une certaine période, et à chaque fois on lui posait la question, les journaux madrilènes, à chaque fois il venait « Ah, vous avez pas marqué, machin ». Il répondait honnêtement, mais il disait qu'il s'en foutait, quoi. Que lui il voulait que l'équipe gagne, des choses comme ça. Il a l'air assez mature à chaque fois dans ses discours. Donc ça, moi j'ai pas peur qu'il soit le numéro 10, mais oui, c'est un petit peu tôt
aussi forcément, mais regardez pour Ansu Fati ça l'a pas aidé et je pense pas que Lamine Yamal soit comparable avec Ansu Fati. Il a montré là. Il a déjà gagné beaucoup de choses alors qu'il a même pas encore 18 ans. La saison prochaine, ça sera pas forcément une saison très différente. Je pense que ça va juste être la suite. Tout simplement la suite là. Après l'Euro, moi au début de saison j'avais dit que ça va être l'année un peu du changement. Lamine Yamal est passé dans une dimension supérieure ou en tout cas une autre dimension après l'Euro. Après l'Euro fou qu'il a fait, le but contre l'équipe de France en demi-finale. Il a gagné l'Euro avec son pays, donc il rentrait à Barcelone avec un statut quand même un peu différent. Un statut de crack, mais un statut de crack qui doit être le leader un petit peu déjà à cet âge-là de ton équipe. Même s'il est jeune, tout ça, il peut y avoir des reproches sur son jeu par moment. C'est normal, il est jeune. Mais il a déjà ce statut-là de leader de l'équipe, quoi. Offensif en tout cas. Après, ça reste un gamin qui met de la musique et qui aime bien rigoler, tout ça. Ça va pas être lui le leader du vestiaire non plus, tu vois. Mais c'est déjà un leader d'attaque, quoi. Technique sur le terrain. Je pense que la saison prochaine, faut qu'il travaille, faut qu'il continue à bosser déjà sa finition, qu'il soit plus décisif sur certains matchs. Enfin, c'est difficile de dire ça parce qu'il est déjà très décisif, mais disons qu'il marque un petit peu plus de buts. Les passes, ça va, il a fait quand même pas mal de passes D, mais qu'il soit un peu plus tueur devant les cages. Il a loupé quelques occasions, tout ça. Je pense que pas grand monde lui en veut, mais il faudra qu'il bosse ça. Maintenant, je pense qu'il va prendre un peu plus ses responsabilités. Je pense qu'il va essayer d'en faire un petit peu plus. Et moi, ce que j'espère, c'est qu'il en fera pas trop non plus. Il faut qu'il soit le leader comme il l'a été cette saison. Il faut juste que des fois, il soit plus décisif. Mais s'il continue comme ça, qu'il s'améliore dans ses dribbles, dans son qu'il soit beaucoup plus important dans le jeu, on va dire, qu'il ne l'est déjà, ça va être difficile, mais c'est faisable. Mais il aura un rôle un peu plus central. Ça va être tout le projet, on va dire, la prochaine ère, pour les prochaines années, quoi. Le projet vraiment c'est lui, c'est Lamine Yamal et tout ce qu'il va y avoir autour. Certes, il y a des joueurs comme Pedri, comme Koubarsi, comme plein de joueurs talentueux dans l'équipe. Il y en a qui sont plus âgés et qui probablement dans 10 ans seront plus là, mais le projet va tourner autour de Lamine Yamal, je pense. Ça me paraît assez évident, comme à l'époque de Messi où le projet est tourné autour de lui. Ensuite, il y a Imati. D'abord, je te remercie pour votre travail tout au long de l'année et bravo, merci frérot, ça fait plaisir. Alors Rafinha ne fera pas une année comme celle-là et Lewandowski restera à 99% et c'est de pire en pire dans le jeu. J'ai peur pour la prochaine année. Recrutez-moi quelqu'un, Zabi. Tu es un petit peu plus réservé sur ce qui va se passer la saison prochaine. Je vois ce que tu veux dire, je comprends. Oui, Rafinha, on a déjà parlé un petit peu de ses performances. Il y en avait qui disaient qu'il avait surperformé un petit peu cette saison. C'est possible. On verra la saison prochaine. S'il nous pond la même saison que cette saison, on pourra dire que finalement c'était pas juste une saison, que c'était son niveau maintenant, qui s'est libéré de je ne sais quoi et que Flick l'a aidé à atteindre son prime, tout simplement. Donc j'espère que son prime durera quand même plus d'1 an. Et qu'il continuera comme ça, mais c'est vrai qu'une saison comme ça, dans les stats, il a fait limite mieux que des gros joueurs du Barça. En Ligue des Champions, il a fait mieux que Messi, je crois. Même statistiquement, entre passes D et buts, il a fait mieux que certaines saisons de Messi, peut-être, ou que Neymar, ou des joueurs comme ça, quoi. Que nous, on se disait la saison dernière, ou même il y a 2 ans, que Rafinha n'atteindrait jamais le niveau d'un des joueurs comme ça. Même statistiquement, et pourtant il l'a fait cette saison, il a fait une très bonne saison en termes de stats, même son apport dans le jeu est quand même important avec beaucoup de courses à haute intensité, un gros pressing, tout ça on l'a vu contre le Real Madrid, donc voilà, on va voir la saison prochaine. Concernant Lewandowski, j'ai un peu plus de réserve, je pense que ça va être un peu plus compliqué, je sais pas si on va recruter quelqu'un, mais si on part avec Lewandowski en titulaire la saison prochaine, j'ai un peu peur. Ensuite il y a Grenoble qui dit ça y est, saison finie, qui est le ballon d'or pour lequel militer, Pedri ou Lamine, ça ne parle plus de Rafinha. Le marché des neufs étant ultra cher, ne serait-il pas intéressant d'opter à long terme pour une rotation entre Fermin, Olmo faux neuf, Ferran neuf, etc. Fermin, on l'a vu hier, il a joué faux neuf à la fin du match, il a marqué un but, mais je suis pas sûr que sur le long terme ça soit vraiment un truc à faire. Après, pourquoi pas, faut essayer. Peut-être tester à l'entraînement des choses, mais je partirais pas là-dessus. Personnellement, Olmo, le problème avec Olmo en faux neuf, c'est que physiquement tu peux pas compter sur lui sur toute une saison. Ferran dans la rotation, il a prouvé qu'il pouvait être intéressant. Maintenant, en tant que titulaire, pour moi, c'est pas assez. Il faudrait qu'il soit vraiment beaucoup plus performant et qu'il soit très régulier dans ses performances et sur son côté décisif, quoi, qu'il marque régulièrement, tout ça. Tu peux pas être attaquant du Barça si tu marques pas très souvent, tout ça, ça va être compliqué. Sauf si t'es
ultra important dans le jeu, tu fais des passes D dans tous les sens, mais faut quand même un buteur quoi. Lewandowski l'était en début de saison, la deuxième partie de saison de Lewandowski elle est beaucoup plus compliquée, c'est pour ça aussi qu'il a perdu son Pichichi, aussi parce qu'il s'est blessé, mais c'est parce qu'à partir de novembre, décembre, Lewandowski il a arrêté sa saison. Hein. Il a repris un peu après, il a marqué tout ça, mais ça avait rien à voir avec le début de saison. Donc on verra pour le mercato, j'en sais rien. Si on fait rotation Fermin, Olmo, Ferran, ça me paraît léger quand même en attaque, très léger. Ensuite il y a Jason Burn qui dit salut café, salut. Monsieur Burn. Parlons du cas Lewandowski, nul quand il faut jouer simple, bon quand il faut faire des choses compliquées. C'est clairement la fin, mais il faut repartir une année de plus avec lui titulaire au vu des finances du club. Les finances, j'en sais rien. C'est pas forcément une question de finances, c'est une question de 1 pour 1, vous le savez. Je pense que en termes finances, si on peut dépenser l'argent qu'on a, on va dire, je pense qu'on peut faire un mercato correct. Maintenant, il faut voir les priorités. La priorité, est-ce que le club va se diriger plus vers un gardien, vers un neuf, vers un ailier, vers des latéraux. Il y a quelques postes à renforcer et c'est sûr que si on achète encore on va dire un joueur comme la saison dernière avec juste Olmo qui a remplacé numériquement Gundogan en fait hein, parce que Gundogan était parti donc bon. Mais la saison prochaine, il y a quand même des milieux qui reviennent, il y a des joueurs qui étaient blessés sur une longue durée qui vont revenir. On va démarrer la saison avec, normalement, hein, si tout se passe bien, avec beaucoup plus de titulaires. La saison dernière, on démarre la saison quand même. Bernal se blesserait rapidement et De Jong et Gavi n'étaient pas là. Gavi était sur le retour, De Jong était blessé pendant une longue durée, pendant une bonne partie du début de saison. Donc complicado, tu vois. Mais là, on va récupérer quelques joueurs. Maintenant, c'est vrai qu'en attaque, surtout avec Lewandowski, ça me paraît un peu compliqué. Ensuite, il y a Drisso qui dit... Tu penses pas que Christensen doit passer devant Ronald dans la hiérarchie? En termes de hiérarchie, je pense que Ronald, tant qu'il est au club, il sera devant Christensen dans la hiérarchie des défenseurs parce que de base, il est capitaine, tout simplement. Maintenant, en termes de football et par rapport à son profil et ce qu'il peut apporter à l'équipe, je pense que Christensen, il est passé déjà devant Ronald. Il a fait quelques matchs, mais il est déjà passé devant lui. Parce que c'est une évidence, en fait. C'est la logique. C'est genre, tu vois le joueur, tu le vois, quoi. Il y a pas vraiment à réfléchir très longtemps. Quand tu regardes Christensen jouer, tu sais, tu vois qu'il relance bien, tu vois qu'il met l'agressivité, il est en termes d'engagement et d'agressivité, il n'est pas forcément meilleur que Ronald, mais en tout cas, il n'est pas beaucoup moins fort que Ronald. Ronald, la grosse différence avec les autres défenseurs, c'est que il est puissant et physiquement il est impressionnant, mais après en termes d'engagement, Inigo Martinez tout aussi s'engage vraiment dans les duels, il est très agressif. Tout ça, il va peut-être remporter moins de duels, je sais pas, faudrait vérifier, que Ronald par exemple, qui est plus puissant, donc qui va gagner plus facilement ses duels. Mais après, l'engagement et l'agressivité mise par les défenseurs, elle est à peu près équivalente. On n'a pas de défenseur qui a peur d'aller au contact. Même Koubarsi, on a tendance à plus dire qu'il est dans la passe et tout ça, tranquille, qu'il est jeune, hein, encore, mais je le trouve qu'il va au duel, il n'y a pas de problème avec ça. Hein. Il y va quand il faut aller au duel, il y va quoi. Donc voilà, la seule différence avec Ronald, c'est qu'il est beaucoup plus puissant que les autres. Physique. Mais après, on a besoin, en Barça, on a vu cette saison de défenseurs qui sont intelligents, qui savent s'aligner, jouer leur jeu. On a besoin de défenseurs aussi qui savent relancer parce qu'on a besoin de casser des premières lignes de pressing. Voilà, c'était évident même sous Xavi qu'on avait besoin de défenseurs qui savent vraiment relancer. Parce que Xavi voulait relancer court, enfin voilà, proposer du football. Même s'il n'a pas réussi à faire ce qu'il voulait, je pense. Mais en tout cas, dans sa manière de voir le football, Xavi, je pense qu'il voulait des défenseurs quand même qui savent relancer. Et Flick, c'est pareil. On l'a vu, l'importance en début de saison des défenseurs qui relancent. L'importance d'Inigo Martinez et de Koubarsi qui cassaient des lignes beaucoup plus en début de saison qu'en fin de saison. Mais je pense que c'était dû à l'absence de De Jong. Il n'y avait pas de joueur vraiment qui redescendait comme ça pour demander le ballon. Casado le fait pas forcément, alors que Frenkie descend un peu plus. Mais en début de saison, on a vu l'importance des défenseurs qui faisaient progresser vraiment la balle, qui cassaient des lignes, qui cherchaient des solutions loin devant. Et ça, Ronald n'est pas capable de le faire malheureusement. Donc d'office, en termes de profil, je pense que Christensen est passé devant. À voir si Ronald reste au club. Ensuite, il y a Gabriel qui dit des regrets pour le potentiel triplé qui a échoué. Oui, on a des regrets, mais je pense qu'on peut être déçu, on peut avoir des regrets, tout ça, on peut être frustré, mais on peut pas nier que le Barça a fait quand même une excellente saison. Je m'en souviens plus mais bon, je reverrai ça quand je ferai le bilan de la saison. Là, c'est juste la FAQ tranquille. Mais faudrait que je regarde mes objectifs. Alors les objectifs du club, je pense qu'ils sont remplis. Moi, mes objectifs, je pense qu'ils sont remplis aussi largement. Je sais plus ce que j'avais dit pour la Supercoupe, la Coupe, la Liga, la Ligue des Champions. J'avais donné mes objectifs, je pense, après le début de saison. J'attendais de voir un peu comment joue l'équipe, il me semble. Mais bon, je m'attendais à potentiellement remporter la Liga.
Enfin, en tout cas, c'était mon objectif. Je voulais quand même qu'on aille chercher la Liga. C'était un peu le truc, le truc de base, tu vois. La Liga, et puis après, on voit. Même si tout le monde veut la Ligue des Champions, je suis d'accord, mais quand tu gagnes la Liga, ça prouve que t'as été régulier tout au long de la saison et donc que t'as une base, on va dire, assez solide. Faut arriver à garder cette base solide. Xavi, la deuxième saison où il est là, enfin, sa première vraie saison où il démarre une pré-saison, il a réussi à être champion. Il a créé une base solide il avait réussi à ce que l'équipe soit beaucoup plus solide déjà défensivement. Donc on avait une base défensive solide, un jeu qui revenait correct, tu vois, mais on avait du mal quand même à se créer des occasions. Enfin, on se créait des occasions, mais il y avait un problème peut-être dans l'efficacité, j'en sais rien. Et voilà, il y avait cette base-là et il fallait, sur l'année d'après, passer dans une dimension supérieure, tu vois. Se dire, bon, bah, on a cette base-là, maintenant, on veut une équipe beaucoup plus offensive, tout en ayant cette base défensive. Et en fait, ça a été un échec total. On l'a vu la saison dernière avec beaucoup d'actions manquées et une défense qui a perdu totalement sa solidité, quoi. Il y avait plus cette solidité défensive qu'on avait eue. C'était abusé. On était passé de la meilleure défense d'Europe à une défense cataclysmique avec les mêmes joueurs, plus ou moins. Parce que Baldé s'était blessé. Mais voilà, donc là, il faut arriver à garder cette base-là, cette base offensive, tu vois, pour le coup, en essayant d'équilibrer un petit peu, d'être un peu plus solide peut-être défensivement. Mais en tout cas, ouais, je suis parti dans tous les sens, mais je suis pas forcément... j'ai des regrets, on peut avoir des regrets parce que peut-être qu'on aurait mérité d'aller en finale, tout ça. Si on avait bien défendu ou défendu tout court en fin de match contre l'Inter, si on n'encaisse pas ce but, on serait en finale. Mais ça reste une excellente saison. C'est tout ce que je voulais dire. Ensuite, il y a Youss qui dit on peut remercier Flick et les joueurs, l'équipe est jeune, il y a de l'avenir, Visca Barça. Exactement, s'il y a bien une personne qui a changé vraiment le visage de cette équipe, le visage du Barça, c'est Flick, clairement. Il arrive en début de saison, il y a beaucoup d'espoir. Il y a une saison, la saison dernière, qui est, même si on arrive en quart de finale contre le PSG, avant vraiment ce quart de finale là où on a cru qu'on pouvait aller plus loin, avant le match retour, mais il y a quand même une fin de saison qui finit n'importe comment, même toute une saison qui se passe pas du tout, tout va de travers, quoi. Donc il y a beaucoup de frustration, beaucoup d'énervement, je pense, pour les joueurs, pour tout le monde, pour le coach, pour les supporters, tout ça. Et là, avec l'arrivée de Flick, il y a beaucoup d'espoir. Il y a un changement radical, on va dire, dans le choix du coach, parce que c'est un coach qui a jamais entraîné le Barça, évidemment, qui a jamais joué au Barça. C'est pas un ancien, voilà, c'est ça que je veux dire. Et voilà, les coachs allemands, on n'en a pas eu beaucoup. Je crois que c'est le 3e, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et c'est le premier à être champion d'ailleurs. Mais c'était que le 3e coach allemand dans toute l'histoire du Barça. Donc il y a un changement radical, une envie peut-être de la part du président de couper un petit peu avec ce qui se faisait avant. Parce que juste avant, on avait Xavi. Avant encore, on avait Koeman. Bon, avant, on avait Valverde ou Setien. Bon, mais Koeman, c'est une ancienne légende. Xavi, c'est une ancienne légende. Et on voit que les deux, au final, ça n'a pas fonctionné sur le long terme. Les projets, il y avait de l'espoir, il y avait tout un truc, mais ça n'a pas fonctionné. Donc là, il y a cette cassure, on va dire. On n'est pas allé chercher un ancien, on a coupé avec ça. Et au final, on a vu que ça a très bien fonctionné, que c'était une très belle saison. Donc oui, on peut remercier le coach, évidemment. C'est lui qui a changé le visage de cette équipe. Il a donné la confiance aux joueurs. Ouais, il a vraiment redonné de la confiance aux joueurs. Parce que on avait des joueurs on avait l'impression en tout cas, qu'ils n'avaient plus la confiance en eux la saison dernière. Manque d'efficacité. Dès qu'on perdait, on commençait à encaisser. On avait une équipe qui baissait les bras. Et il leur a redonné cette confiance en eux. Il leur a dit, les gars, vous êtes des monstres. Tu vois, je sais pas s'il leur a dit, mais j'imagine. Vous êtes des monstres, ne baissez pas les bras comme ça en plein match, tu vois. Et c'est pour ça qu'on a eu autant de remontada pendant toute la saison aussi, je pense. C'est qu'on a eu une équipe qui a retrouvé confiance. Et ce côté mentalité allemande, peut-être. Et on peut remercier aussi Laporta, hein, finalement. Laporta, moi j'ai pas été forcément tendre avec lui, même si je trouve que, pour moi, Laporta reste le meilleur président de l'histoire du Barça. Hein. Je l'ai toujours dit. Mais il y a des trucs que j'ai pas kiffé et il y a des trucs même que je kiffe pas encore, hein, évidemment, notamment avec les supporters, la grada, tout ça. Il y a des choses que j'aime pas trop chez lui, notamment sa manière de communiquer, son truc où il veut embellir un peu la situation à chaque fois. Il y a des trucs que j'ai pas trop kiffé, voilà, mais au final il a fait le bon choix. Il est revenu dans un moment catastrophique en termes de finances dans l'histoire du Barça il y a quelques années. Il a gagné quelques trophées aussi sous sa présidence. On a gagné Liga et Supercoupe avec Xavi. Il était là quand on gagne la Coupe d'Espagne avec Koeman, je pense. Je sais plus.
m'en souviens plus, je vous avoue. Et non, il était pas là. Non, il était pas là, je crois pas. Et parce qu'il y avait Messi encore, et je crois que je sais plus, bref. Et là, cette saison, on gagne Super Coupe et Liga encore. Donc voilà, hein. Il y a du taf qui a été fait, il y a un taf quand même assez monstrueux qui a été fait par le président et son équipe, même si, comme je l'ai dit, il y a des choses, 2-3 trucs que j'ai pas kiffé, forcément. Ensuite, il y a ND Taha qui dit « Frenchie n'a-t-il pas prouvé qu'il était redevenu fiable et l'un des meilleurs d'Europe à son poste ?» Je pense que oui. Je pense que Frenchie, il a fait... je sais pas ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a une symbiose avec le coach aussi. Je pense qu'il y a un feeling entre les deux. Fleet, il a conscience aussi je pense, du talent et de l'apport que peut avoir Frenchie dans son équipe. Et ça m'étonne pas forcément qu'il soit redevenu vraiment un personnage central, on va dire. Maintenant, la saison dernière, en vrai, De Jong, avant sa blessure, il faisait une grosse saison au début. Quand on démarre la saison, il y a De Jong et il y avait Roméo au début, mais après il y avait Gavi. Pendant quelques matchs, il y a eu Gavi, Frenchie peut-être en double pivot, et c'était pas dégueu. Hein. Que ça soit Gavi ou De Jong, franchement, les deux étaient bons, tu vois. Sauf qu'après, voilà, il s'est blessé, il y a eu des blessures à répétition, sa cheville, tout ça. Ce qui l'a empêché de jouer. Et puis quand il est revenu, là, on a vu qu'il avait un peu peur du contact. Et petit à petit, il s'est remis en confiance et il est monté en puissance aussi physiquement. Et là, il est monstrueux. Franchement, il a fait une grosse fin de saison, De Jong. Et puis moi, ce que j'ai aimé surtout dans le changement de De Jong, c'est son attitude surtout. Parce qu'avant, il était trop gentil, tu vois, trop lisse, tu le vois pas, tu vois. Tu le vois sur le terrain quand il a le ballon, mais quand il s'agit de montrer un peu du caractère ou de la personnalité sur le terrain, il était un peu trop absent. Et pour un capitaine, pour un joueur qui devient capitaine, qui fait partie des capitaines du club, c'est compliqué si t'as un mec qui montre pas de caractère, tu vois. Et là il s'est un petit peu plus affirmé cette saison, et on l'a vu à la fin de la saison là, qui s'exprimait un peu plus, voilà quoi. Et ça, j'ai beaucoup aimé, tu vois. J'ai bien aimé ce changement chez lui. Ensuite, il y a Ibou qui dit « Salut tonton, salut Ibou, ça va Lamine ?» Ça va, tranquille. Lamine est incroyable, faut en profiter. Lamine, c'est un crack interplanétaire. Je pense qu'on en a parlé beaucoup de toute façon, et je pense qu'on continuera à en parler. Comme tu dis, faut profiter pendant toute notre vie de supporter. Personnellement, j'ai eu la chance de profiter de quasiment toute la carrière de Messi. J'ai vu quasiment tous ses matchs, sauf au tout début quand il a démarré un petit peu. Bon, j'ai manqué probablement quelques matchs, mais j'ai eu la chance, on va dire, de pouvoir assister à toute la carrière de Messi, en tout cas au Barça. Après les matchs du PSG, je vous avoue, je regardais pas. Et un petit peu pareil pour Iniesta, et voilà. Donc il y a eu des cracks comme ça où j'ai eu la chance. Il y en a, ils ont été supporters du Barça un peu plus tard, tu vois. Mais j'en ai pas loupé une miette, on va dire. Et là, là avec Lamine, je pense qu'on est parti pour la même chose. Enfin, en tout cas, je pense que voilà, j'ai assisté à ses débuts comme beaucoup ici. Il y a 2 saisons. Il avait démarré là. Il avait 15 ans et quelques, avec son numéro 41 sur le dos. Il était rentré ailier gauche. Il avait failli marquer un but pour son premier match au Camp Nou, c'était contre le Betis, si je me trompe pas. Ouais, on a la chance. On a eu la chance d'assister à l'avènement d'un crack ultime. Et puis, je sais pas comment va se passer sa carrière. Je sais pas s'il arrivera au niveau. Quand je dis au niveau de Messi, je veux pas comparer les joueurs. Et même lui, il l'a dit, me comparez pas avec Messi, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Meilleur joueur de l'histoire, quoi. Et ouais, il a raison. Mais ce que je veux dire, c'est que sans vouloir comparer les deux, parce que Messi a marqué tellement de buts que pour moi, c'est infaisable. C'est infaisable. Même s'ils ont rajouté des matchs et maintenant tu joues plus de matchs et il y a moyen de marquer quand même plus de buts. Mais c'est tellement inhumain ce que Messi l'a fait que pour moi, c'est très compliqué, très dur, voire impossible d'arriver à reproduire la même chose en termes de stats. Mais en termes d'importance, en termes de leadership, de vraiment ce qu'il peut apporter à l'équipe, est-ce qu'il arrivera au niveau de Messi? C'est possible. Et encore une fois, je compare pas est-ce qu'il va dribbler autant de joueurs, est-ce qu'il va marquer autant de buts, machin, mais vraiment en termes d'importance et d'image, tu vois. Avoir cette place-là de leader, de meilleur joueur du monde pendant plusieurs années, tu vois. Ce Messi a été le meilleur pendant de nombreuses années. Même s'il y a eu, il y a eu la concurrence avec CR7 et tout ça. Puis il y en a qui pourront dire que CR7 était meilleur que Messi. Bon, faites ce que vous voulez les gars, hein, mais les rêves c'est la nuit, généralement. Mais bref, et Lamine pourra faire ça peut-être.
être le meilleur sur 10-15 ans, faire une carrière comme ça et à chaque fois aller rafler le ballon d'or ou être sur le podium à chaque fois, c'est une possibilité. Ça dépendra évidemment du niveau de l'équipe. Mais Messi, il était tellement fort que même quand l'équipe elle était moyenne, il arrivait à porter cette équipe. Donc est-ce que Lamine arrivera à ce niveau-là, à cette puissance-là de joueur, que tu es tellement fort que tu arrives à porter ton équipe à bout de bras? Je ne sais pas. C'est tout ce que je souhaite en tout cas. Et comme tu l'as dit, faut en profiter. Ensuite, il y a Andrea qui dit sinon Lamine ballon d'or, lançons la propagande, frérot, il le mérite amplement. Ouais. J'avoue, tout à l'heure, ouais, on m'a posé la question, je crois tout à l'heure, j'ai même pas répondu, il me semble. Si Pedri ou Lamine ballon d'or. Mais ouais, Rafinha a disparu des débats bizarrement. C'était assez étrange. Mais je pense qu'il y a ce débat-là de joueurs décisifs dans les stats et joueurs importants dans l'équipe vraiment. Il y a eu ce changement-là peut-être de vision chez les supporters. Et c'est vrai que Rafinha, ce qui reste en mémoire quand on regarde la saison, c'est les buts qu'il a mis. Contre Benfica par exemple, le but de la victoire à toute fin là, en match de poule. Même si c'est pas un match ultra important, c'est pas tu vois, il a pas mis le but de la victoire pour qualifier son équipe en finale ou tu sais, c'est un match de groupe. Donc on n'était pas forcément, potentiellement on était déjà qualifié ou on allait se qualifier quoi. Mais ouais, il a mis ce but là quand même qui reste dans les mémoires, et puis il a mis des buts contre le Bayern, dans les Clasico aussi, et c'est surtout ça qu'on retient de Rafinha. C'est les buts qu'il a mis au moment clé de la saison dans des matchs importants, dans les grosses affiches. Ce qu'on retient de Lamine Yamal, c'est pas sur un instant présent en fait. Je pense, même si on retient certains buts de Lamine qui ont été importants là dernièrement dans le Clasico, bon, le but d'hier contre l'Espagnol qui nous donne le titre au final, même si bon, le titre était déjà plus ou moins acquis, et il y a eu des buts dans le premier Clasico aussi au Bernabéu où il fait la petite célébration machin. Donc on retient quelques buts de Lamine, mais ce qu'on retient surtout quand on parle de Lamine Yamal, c'est ce qui nous vient à l'esprit, c'est que c'est un magicien, qu'à tout moment il peut faire des gestes, à tout moment il peut dribbler, humilier qui tu veux. Donc c'est pas un instant précis, c'est juste, tu me parles de Lamine Yamal, je vais te dire c'est un génie, tu vois. Tu me parles de Rafinha, je vais te dire ouais, il a été, je dis peut-être, hein, mais c'est peut-être ce qui reste dans la tête des supporters. Mais quand tu parles de Rafinha, tu vas penser à ses buts précis dans la saison, tu vois, des instants où il a été vraiment au-dessus. Lamine Yamal, il est au-dessus tout le temps en fait, tu vois. Et on parle d'importance dans le jeu, mais Lamine Yamal est plus important qu'un Rafinha par exemple dans le jeu, tout comme Pedri pour moi. Ça veut pas dire que Rafinha n'est pas important dans le jeu, encore une fois, c'est pas ce que je dis. Je dis que Lamine Yamal est plus important, et Pedri aussi. Pedri fait jouer toute l'équipe, tout comme Frenkie aussi, il a vraiment beaucoup d'importance au milieu. Pedri, Frenkie, les deux, c'est énormément important au milieu pour faire jouer l'équipe. Et Lamine, il est trop important. Si Lamine n'est pas sur le terrain, il n'y a aucune différence de fait balle au pied. Il n'y a pas de joueur qui va débloquer une action à partir de rien, tu vois. Que Rafinha, c'est plus dans la finition, tu vois. Vraiment la fin des actions. Mais le début des actions, pour créer en fait c'est ça. Pour créer les occasions, ça va se créer à partir de Lamine, de Pedri. Et pour finir les actions, on va plus penser à Rafinha. Maintenant, des fois on marque des buts grâce à Rafinha. C'est pas lui qui crée, mais disons sur un contre-pressing, on l'a vu contre le Real où il va presser Lucas Vázquez, c'est grâce à lui qui a le but. C'est pas sur une création de Pedri ou Lamine, évidemment. Mais je parle en général. Ensuite, on a la flemme qui dit « Depuis combien de temps n'a-t-il pas été si bon d'être supporter du Barça ?» Avec une larmichette à l'œil. Fleet le GOAT. Depuis combien de temps je sais pas. Chacun vit ses moments de supporter comme il l'entend. Comme il le voit, je sais pas. Mais moi j'ai kiffé. Après je pense que c'est par rapport à mon emménagement à Barcelone en vrai. Pour être franc, j'ai vraiment kiffé quand la saison où j'emménage à Barcelone, c'est la saison où on est champion. C'était il y a 2 ans, donc bientôt 3 ans quoi. Début de saison il y a 2 ans, où il y a Koundé, vous savez, il y a Koundé, Christensen, Kessié, Lewandowski qui arrive. Cette saison-là, je l'ai kiffé. Même si ça a été une saison compliquée, il y a eu beaucoup de 1-0, beaucoup de purges, mais j'ai kiffé toute la saison parce que c'était aussi pour moi ce qui représentait mon arrivée à Barcelone dans ma ville, tu vois, enfin ma ville, ma ville de cœur, tu vois, on va dire. C'était une nouvelle vie aussi pour moi. Donc je vous avoue que j'ai vraiment kiffé cette saison-là. On a été champion, on avait gagné le Clasico aussi à la maison, où j'étais allé le voir, donc j'avais vraiment kiffé. Et puis à la fin, il y avait la parade du bus aussi dans la ville. C'était la première fois que je le faisais aussi. Et voilà, et en même temps, je découvrais vraiment Barcelone, tu vois, en tant qu'habitant. Donc là, c'est pas la dernière fois que j'ai kiffé, mais je veux dire, cette saison-là, pour moi, elle avait été assez spéciale, tu vois. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai été autant déçu de la saison d'après.
après, je pense. C'est sûr même. Mais sinon, en termes de football, vraiment, de l'équipe, ça faisait bien longtemps. Hein. La dernière fois qu'on n'avait pas kiffé comme ça, je sais pas. Je sais pas si c'était la demi-finale. Bon, ça s'est très mal fini, mais contre Liverpool où on se prend une remontada. Mais à l'époque, quand même, il y avait Messi qui faisait une saison tellement de dingue qu'on pouvait dire, ouais, c'était pas mal, tu vois. Mais je pense qu'en termes collectifs, au niveau du collectif, la dernière saison où on a vraiment kiffé, c'est peut-être avec Luis Enrique, tu vois. Pour le triplé, avec la MSN, Neymar, tout ça. Je pense que c'est là. Hein. Après, entre-temps, on a kiffé des saisons et tout ça, mais je sais pas si l'équipe était aussi forte collectivement. Et si on n'était pas juste aveuglés, même nous, supporters, par les performances monumentales de Messi. Il y avait encore non, Xavi, il était plus trop là, mais des Iniesta, des Busquets, tu vois, qui étaient sur la fin et on profitait un peu, tu vois. Mais en vrai, collectivement, ça fait bien longtemps qu'on n'a pas été aussi fort. Ouais. Ça, c'est très clair. C'est pour ça que je dis, oui, Flick le GOAT, clairement, c'est le meilleur entraîneur de la saison. Il n'y a pas photo. Enfin, après, oui, il y a Luis Enrique avec le PSG qui fait une saison monumentale, mais pour moi, cette saison, le meilleur coach, c'est Flick parce qu'il arrive, c'est un nouveau projet. Il connaît pas forcément toute l'équipe, tous les joueurs. Il va connaître, ok, il connaît Lewandowski, Ter Stegen. Là, comme ça, je crois qu'il y a que 2 joueurs. Je connais Ter Stegen avec l'Allemagne, je connais Lewandowski avec le Bayern, mais c'est un peu tout, quoi. Et il doit s'adapter à une nouvelle culture, une nouvelle langue, tout ça. Il arrive et il remporte directement Liga, Coupe, Super Coupe, avec une équipe qui joue, qui nous fait revivre un peu nos émotions passées, quoi. Qui nous fait revivre ce que c'était effectivement de supporter le Barça. De voir une équipe ultra offensive, qui se crée des occasions avec un jeu de possession, avec des joueurs qui font la différence. Ça a été un mélange de beaucoup de choses. Ça a été un mélange de football, de technique et d'effort. Et c'est représenté assez par 3 joueurs en fait. C'est plutôt bien représenté par 3 joueurs. Par Pedri, par Lamine et par Rafinha en soi. C'est pour ça qu'on parle des 3 aussi du Ballon d'Or. Pedri, c'est le football, c'est le chef d'orchestre. Lamine Yamal, c'est le crack qui va faire des différences. Quand les matchs seront un peu plus compliqués, c'est lui qui va débloquer peut-être les matchs par un dribble, tout ça. Et Rafinha par les efforts. Aussi par les buts évidemment, mais les efforts qu'il a mis toute la saison à mettre un pressing, à faire des courses constantes et tout ça. Il faut souligner aussi ça. Rafinha, j'ai dit qu'il était moins important dans le jeu que les autres, enfin que Lamine et Pedri. Mais il faut pas non plus dire qu'il n'a pas été important parce qu'il a fait des efforts, c'est monumental. Le joueur qui a fait le plus d'efforts physiques cette saison, c'est Rafinha. Il a joué quasiment toute la saison. Il a même, je sais pas s'il a été blessé, mais je suis pas sûr, ou peut-être vite fait un petit peu dans la saison, je m'en souviens plus. Et ouais, il a été présent toute la saison pour faire les efforts. Il n'arrêtait jamais. Jamais. À la 90e, il était en train de courir encore, mettre un pressing fou. Donc il faut souligner ça aussi. Ensuite, il y a Nordine qui dit saison pleine de rebondissements, mais on s'est pas du tout ennuyé. Ouais, c'est ça aussi. C'est pour ça que cette saison, elle est spéciale et elle était un petit peu folle et qu'elle va rester un peu dans les mémoires aussi. C'est que on a vécu des moments de fou, des scénarios dingues dans certains matchs et souvent ça se terminait bien. Évidemment, on va penser à l'Inter, voilà, directement, mais si on occulte un petit peu ce qui s'est passé contre l'Inter, toute la saison, il y a eu des scénarios fous, des matchs avec beaucoup d'émotions, quoi, en fait. Et souvent, ça se terminait bien. Parce que si ça avait été l'inverse, ça aurait été catastrophique, évidemment. Mais souvent, des petites remontadas dans les matchs, des grosses remontadas dans certains. Et ouais, c'était une saison pleine d'émotions, quoi. Ça fait plaisir que ça s'arrête pour le cœur. Mais en vrai, c'était une très belle saison avec plein de rebondissements, plein d'émotions, une saison vraiment spéciale. Ensuite, il y a Emery qui dit ton mercato, vu que la saison est terminée, impossible et un idéal. Je pense que j'aimerais bien faire une vidéo spéciale, peut-être, je sais pas si j'en ferai 2 vidéos. Je voulais faire un truc, on m'a donné une idée sur le Discord, pour les gens qui sont encore là. Ça fait quand même 50 minutes que j'enregistre. Pour les gens qui sont encore là, oui, sur mon Discord, j'aimerais bien faire partager le mercato idéal, on va dire, réaliste des abonnés. Il faudrait qu'ils me fassent un petit visuel. Alors pour ça serait mieux que ça soit sur le Discord parce que c'est plus simple. Sinon c'est compliqué et tout par Instagram ou sur les réseaux ou dans les commentaires YouTube, c'est compliqué. Me faire un petit visuel avec le 11 type de la saison prochaine, avec le mercato, les joueurs, les remplaçants, et tout ça, les recrues. Et moi après je donne mon avis. On va dire je réagis au mercato idéal des abonnés et puis après peut-être que j'en ferai une deuxième vidéo pour donner moi mon mercato idéal ou mon 11 type de la saison prochaine. Donc pour les gens qui sont encore là, si ça vous intéresse, rendez-vous sur Discord. Ensuite t'as Takit Store qui dit t'as du boulot, bilan de saison, axe d'amélioration, les potentiels de la Masia, mercato.
Merci de me donner des idées. Ouais, il va y avoir un peu de boulot pour la saison prochaine. Mais Flick, il l'a déjà dit. Il a dit j'ai hâte d'être en pré-saison, j'ai hâte d'être à l'année prochaine. Enfin, à la saison prochaine. Les mails sont déjà tournés vers la saison prochaine. Et je pense que les supporters aussi, en vrai. Là, la Liga, elle est gagnée. J'ai l'impression qu'il y a pas trop de... Alors évidemment, tout le monde est content, je pense. Mais on dirait qu'il n'y a pas trop de fiesta. Tu sais, genre, on est déjà la saison prochaine. Allez, saison prochaine, on gagne Liga, on fait le triplé, on gagne la Ligue des Champions. Les mecs sont déjà partis, quoi. Pas le temps de célébrer. Bon, je célébrerai de mon côté. Ici, avec le bus, avec le truc. Mais j'avoue que je pensais qu'il y a 2 ans, c'était par rapport au jeu qu'on avait produit. Mais là, je ressens un peu la même chose. J'ai l'impression qu'on a gagné la Liga, mais que c'est pas... C'est bizarre. Je sais pas comment vous le ressentez vous. Bref, après tu dis merci Xavi, Flick, merci aux joueurs, ils se moquaient, maintenant ils sont terrorisés. Oui, il y avait beaucoup de moqueries des autres adversaires, des machins et tout ça, mais ouais. Ouais, merci Xavi, c'est lui qui a débuté un peu ce nouveau projet avec ces joueurs-là. Il a lancé quelques jeunes aussi. Beaucoup oublient le travail qui a été fait avant. Bon, c'est comme ça. Écoutez, quand on parle de ça, on dirait qu'on n'a pas le droit. Voilà, Flick a repris le travail qui a été fait, il a amélioré très largement quand même, c'est une très grosse différence entre le Barça de Flick et le Barça de Xavi. Peut-être que j'en ferai une vidéo pour montrer un peu les changements et les différences dans le jeu, tout ça. Mais ouais, une nouvelle étape est franchie, comme tu dis exactement. Et maintenant, il faut passer à l'étape suivante, l'étape de la confirmation aussi, avec Flick en tout cas. Faire un mercato, si possible... je dirais efficace sans parler d'un mercato immense avec des joueurs et tout, mais un mercato efficace qui te permet déjà de renforcer l'équipe et d'aller peut-être plus loin la saison prochaine encore. Plus loin, vous allez me dire, on a déjà gagné beaucoup, mais évidemment, on parle de la Ligue des Champions, je pense que tout le monde l'attend avec impatience. Dernière question de MMS Beats qui dit, penses-tu que le Barça pourrait gagner à nouveau 4 Clasico l'année prochaine? Je pense que ça va être complexe. Ça serait quand même fou de faire ça, franchement. Après, il faudrait qu'on puisse faire 4 Clasico la saison prochaine. Mais ce serait quand même assez historique de gagner 8 Clasico d'affilée. Maintenant, bon, on verra comment ça va se passer, mais je pense que la saison prochaine sera très intéressante à suivre. Je pense que la Liga va gagner en intérêt, ou je sais pas comment dire ça, mais en attractivité, avec l'arrivée de Xabi Alonso. Ça va commencer à parler football aussi et j'ai énormément hâte de voir ça parce que avec Ancelotti, voilà, ça reste un coach, ça reste un meneur d'hommes, voilà, mais en termes de tactique, je suis désolé, mais Ancelotti, moi, je ne suis pas du tout fan. Je pense que son football, il est dépassé ou pas adapté. Il laisse beaucoup de liberté aux joueurs, mais à laisser trop de liberté, les joueurs savent pas trop ce qu'ils doivent faire non plus. Et je pense que Xabi Alonso, là, il a prouvé qu'avec le Bayer Leverkusen, il pouvait faire un excellent travail. Vraiment un football de grande qualité. Moi, j'étais assez fan de son football à Leverkusen. On va voir si avec les joueurs du Real, il arrive à faire quelque chose. Mais ce qui est sûr, c'est que les classiques, ça va arrêter peut-être de parler d'arbitrage et peut-être que ça va parler de football enfin. Peut-être, on n'est pas sûr. Mais du coup, je suis assez hypé par ce qui peut se passer la saison prochaine. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end. On se retrouve demain pour peut-être la vidéo de la parade ou de l'avant-match, j'en sais rien en vrai, je vous avoue. Mais on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien donc. Et ouais, passez une bonne fin de semaine. Ciao.